C'est joli mes cartes quand Oui, oui, même. oui, 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 nickel. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler sur cette chaîne YouTube qui est la mienne, hein, voilà. Mais ça a été un été compliqué, on va dire. Je pense que déjà de tout partout en Europe du moins, ça a été un peu compliqué niveau météorologique. Il a fait pas beau en juillet et c'est vrai que ça motive pas. Et du coup les jours où il faisait à peu près potable, j'ai beaucoup consacré de temps au potager. Parce que mine de rien c'est la période où il se passe plein de choses au potager. Donc ça prend beaucoup de temps, de l'énergie. Par-dessus ça, toujours les problèmes
de notre situation sanitaire qu'on n'en peut plus. Et surtout le stress d'avoir planifié ces petites vacances pour rendre visite donc un peu à ma famille dans le sud de la France, et que tout le mois de juillet c'était ira pas, quarantaine, pas quarantaine. C'était un petit peu compliqué, du coup stressant, et du coup c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est pas l'état d'esprit où tu es motivé à faire... j'étais pas motivée à venir vous parler, enfin venir vous parler, si en soi oui, enfin plus ou moins. Bref, j'étais pas dans le bon état d'esprit pour faire des vidéos YouTube, c'était un peu compliqué. C'est comme ça, c'est la vie. Me revoilà, nous sommes donc fin août. Je suis rentrée donc de mes petites vacances avant-hier. Et en théorie, dans ma tête, je vous aurais mis un petit montage vlog de quelques images que j'ai glanées au cours des 10 jours que j'ai passé à Marseille chez ma maman. Voilà, un petit montage avec musique et des petites notes en texte, hein. J'ai pas fait de face caméra, c'était pas... J'avais besoin de déconnecter, mais bon, j'ai fait des trucs sympas, donc ça me fait plaisir de partager une bonne 5 minutes par là de bonne grosse dose de sud-est méditerranéen. Voilà. Et donc ouais, je pense que je vais, quand je vais monter tout ça, je vais commencer par ces petites séquences. Ensuite, là, tout de suite, je vais vous parler tricot, c'est sûr. J'ai un ouvrage fini et je vais vous parler de 2 en cours. Ce que j'ai un peu tricoté pendant mes vacances et crocheté, comme vous l'aurez vu sur le petit montage sûrement, mais je ne peux pas vous en parler plus parce que c'est tout des projets cadeaux. Donc on va passer dessus, je vous en reparlerai ultérieurement. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous faire un petit point couture parce que je me suis fait deux trucs. Je me suis cousu 2 trucs pour partir en vacances. Pour mon petit trousseau de vacances d'été. Je vous en parlerai. Après, je pense que je vous mettrai un petit montage, mise au point potager, parce que je sais que vous aimez bien, donc voir où il en est le potager, que j'ai filmé hier quand je suis allée, donc première chose que j'ai fait en rentrant de vacances, je suis allée au potager, voilà. Mais bon, je savais qu'il y avait des choses à récolter, donc autant d'abord aller voir ce qui se passe au potager avant d'aller faire les autres courses pour compléter. Du coup j'ai pris quelques images, faire un point là, et après ben je sais pas, ça dépend de où on en sera niveau temps, où je vous fais une partie lecture en essayant d'aller vite parce que j'ai lu pas mal de choses depuis la dernière fois où je suis venue vous parler, et selon où ça et où la partie bonus, donc où je vous parlerai de tricot cadeau, celle qui les gens de ma famille et mes amis ne doivent pas regarder, voilà. Mais donc je sais pas, là j'avoue que j'ai question de me motiver, de me lancer à enfin filmer ce podcast. Je fais ça par étapes et je vais essayer de voir niveau temps au final de comment ça se gère et pas trop être ennuyeuse et tout ça. Dit-elle que ça fait 5 minutes qu'elle parle pour ne rien dire. Pour celles et ceux qui peut-être nous rejoindraient sur cette chaîne là tout de suite, je vais quand même me présenter. Moi c'est Sylvie, je suis donc française du sud, expatriée dans le nord de l'Angleterre, voilà, donc ouais, j'allais dire, c'était un peu, à la base j'avais commencé cette chaîne pour la culture tricot anglo-saxonne on va dire, mais là je me rends compte que rien du tout de ce que je vais vous présenter, vraiment anglo-saxon, rien, donc mais bon, c'est mes petits projets, c'est ma petite chaîne, on l'aime bien, et ben du coup
là je vais aller récupérer ma tasse de thé que j'ai laissée dans la cuisine, pas très intelligent, et on va faire cette partie tricot. Ok, on est parti, partie tricot. Alors je vais commencer par l'ouvrage fini. Je pense que j'avais, la dernière fois que j'ai filmé un épisode, c'était sur le point d'arriver sur mes aiguilles. Et ben depuis je l'ai fini, tricoté, fini. C'est donc un châle. Un châle qui est le modèle scène de Janina Kallio même, qui fait partie d'une collection en fait de 3 châles qui sont modulables, me semble-t-il, où en fait il y a sur tous les châles, ils n'ont pas forcément la même forme, mais ils sont tous, excusez-moi, je vais éternuer. Oh. Bon, en fait, c'est un peu sur la base où il y a une partie qui est genre point mousse ou jersey ou un peu texturé, et une partie dentelle, et en fait on peut interchanger les modèles. Moi j'avais celui-là, le scène, une partie autant que l'autre, ça me convenait, donc je n'ai pris que celui-là, je n'ai pas acheté la collection. J'aime beaucoup les patrons de Janina Kallio parce qu'ils sont simples et efficaces. C'est simple, c'est pas... Enfin voilà, c'est... Il y a juste des petits détails qui font que ça, il y a un petit peu un intérêt à tricoter. Voilà, on s'ennuie pas trop, il y a toujours un petit truc... faut juste un petit peu faire attention, mais pas trop, ça va, c'est un peu... Ça reste quand même du... Allez, pas du 0,0 cerveau, mais pas beaucoup non plus de cerveau non plus. J'ai tricoté ce châle avec de la laine. Voilà. De la laine, bah oui forcément de la laine. Que de la laine qui venait de mon stock Phileas Yarns. Donc Phileas Yarns, à ce jour il me reste une semaine avant que je ferme boutique. Donc selon quand est-ce que vous regardez, je vais mettre ça au passé. Phileas Yarns, c'était ma boutique, mon petit business de laine teinte à la main, que là je mets en pause indéfinie parce que je reprends mes études universitaires et que je ne peux pas tout faire dans la vie. Voilà. Et donc avant de faire liquidation de stock, je m'étais mis 2 petits écheveaux de cette laine. C'est un coloris donc que j'avais appelé Watt, un doré qui me rappelait les temples en Thaïlande où c'est tout doré. La base c'est de la fingering, c'est du 100% Blueface Leicester, super wash, c'est très doux, c'est très doux, très doux. Et donc vous voyez, c'est un semi-uni, il y a des ça fait un peu un effet chamarré quand même sur enfin on voit surtout sur la partie qui n'est pas en fait du point mousse. Donc voilà, la construction, on commence sur la pointe ici, et après c'est tout en augmentant. Donc on fait une première partie qui en fait, est-ce qu'on va voir, est-ce que vous allez voir, où en fait il y a genre des... Bon là ça va être compliqué à voir ça en fait. Oula. Ou à peu près. Où en fait il y a quelques rangs de points mousse et quelques rangs de jersey intercalés. Donc ça fait une petite texture bien sympathique. Donc on fait ça sur la moitié du châle, et après on passe sur une petite dentelle fleurie.
où il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, hein. C'est vraiment, ça se tricote très très facilement. La construction du châle est aussi de base, donc il n'y a vraiment rien de foufou. La finition, c'est juste, voilà, on fait juste deux rangs de points mousse, question de clôturer, j'ai envie de dire, la dentelle, et après on rabat tout simplement. Et du coup, je l'aime bien, ce petit châle. Donc voici, ça c'est pour le projet fini depuis la dernière fois où où je suis venue vous parler. Enfin du moins projet fini pour moi, de moi pour moi. Et ensuite j'avais envie donc de me lancer dans un gros projet. En fait je vais vous en parler. Quand Steven West a sorti le Bubble Cardigan, que voici, je me suis dit, je le veux. J'ai la moitié de la laine, c'est parti dans tous les sens dans ma tête. Mais je me suis dit, soyons raisonnables. Tu as encore un énorme projet au très long cours qui te reste. Avant de te lancer dans ce Bubble Cardigan qui va prendre du temps, essaie au moins d'avancer l'autre projet au long cours. Ce que j'ai fait, et en fait j'étais quasiment là quoi. En fait, le gros projet au long cours, c'est le Strath & Drake de Kate Davis Designs. Donc espèce de gros boxy monstrueux, tout en jacquard. Et en fait, je m'étais dit, avant d'entamer le Bubble Cardigan, il faut que je finisse le jacquard du Strath & Drake. Sachant que j'avais commencé déjà la partie au-dessus des aisselles en fait. J'avais déjà, c'est donc tricoter tout en rond. C'est tricoter tout en rond et arriver de bas en haut. Arrivé aux aisselles, on va insérer des mailles supplémentaires pour faire ce qu'on appelle le stick. C'est une petite bande de tissu qui va nous permettre, une fois, de pouvoir couper au milieu sans taper vraiment dans le motif jacquard. Je vais vous montrer ça mieux. Et donc j'avais déjà commencé les sticks des manches, on va dire. Donc je me suis dit je vais finir. Et j'ai fini mon jacquard. Au final c'est allé beaucoup plus vite que prévu. J'ai même fait mon encolure. Bon ça ressemble un peu à rien parce que c'est pas bloqué. À la limite je peux pas. Ouais. Pour l'instant il fait un poncho sans manche quoi. Il fait un poncho quoi. Mais voilà la bestiole. J'ai tricoté ce projet en utilisant des laines Snelldane. Ce sont des laines Snelldane viennent des îles Féroé. Et je les ai achetées, ces laines, quand j'étais en vacances, en voyage dans les îles Féroé. Je suis allée à la boutique mère Snelldane, la vraie boutique Snelldane, et j'avais noté tout ce qu'il me fallait pour faire ce pull spécifiquement. Donc voilà, j'ai acheté des couleurs, il n'y avait pas à l'époque, je ne sais pas maintenant s'ils ont rajouté des coloris, mais à l'époque il n'y avait pas 106 000 couleurs chez Snelldane, que des couleurs qui en fait sont inspirées des paysages des îles Féroé. Et du coup, j'aime beaucoup, hein, comment vous dire. C'était pas une mince affaire, hein. Malgré tout, hein, genre il y a 450 peut-être un peu moins mailles en rond, en jacquard, voilà. Donc au final j'ai fini, il y a juste un truc, c'est que j'ai, avant de commencer d'insérer les mailles du stick des manches, censé faire quelques rangs d'augmentation, question que, enfin, bon, bref.
Mais j'ai complètement zappé. À mon avis, ça va pas se voir vu la taille du machin. Enfin, voilà. Vous me voyez moi. En fait, même si je le plie en deux, il me fait ma longueur. Enfin, il est 2 fois plus large que moi. C'est une tente. J'ai fini mon jacquard. J'ai donc, après avoir inséré les mailles du stick des aisselles, il a fallu insérer le stick de l'encolure aussi. Avec des petites diminutions. Enfin, c'est assez... ça va, j'ai fait ça quand même propre. Et du coup, voilà, le stick. Où il est? Là, voilà. En fait... Vous voyez, bon là c'est que la moitié. En fait ça fait une petite bande comme ça en rayure verticale. Et après on vient faire on vient renforcer en crochet avant de couper. Et du coup après ça bouge plus. Après on peut venir après faire 2 points de couture, question que ça reste rabattu à l'intérieur. On verra si ça me pète. Et donc voilà, avant de commencer mon bubble cardigan, je voulais finir ce jacquard, je l'ai fait, j'en ai profité, du coup j'étais motivée de faire au moins un des sticks. Ce que je pense que je vais faire, c'est que quand je vais m'atteler, je pense cet automne-hiver, oui, cet automne-hiver, il faut que je finisse ce pull avant la fin de l'année, c'est un peu un objectif 2021, mais je pense que je vais attendre plutôt la fin de l'automne, si je refais les vlogs Hugues, ça va être bien parce que ça va être un gros pull doudou, et du coup de vous filmer quand je vais, ah ben voilà. En fait le stick, vous voyez, on insère des mailles comme ça en rayure et après on va venir couper au milieu. Et oui, mais du coup je voulais peut-être vous filmer le stick comme au moment où je vais le faire pour vous montrer tout ça, même s'il y a vraiment plein de tutos sur le sujet. Mais bon, filmer ça c'est un peu le soutien moral de vous à moi quand je vais couper mon tricot au ciseau. Voilà. Donc j'en suis là. Et ben, voilà, du coup j'ai monté mon bubble cardigan. Donc le bubble cardigan de Steven West qui se tricote. L'aide demandée c'est de la laine fingering. Moi j'utilise du coup celles et ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont vu mon épisode de début d'année, ma météo de mes étagères de laine, vous vous rappelez peut-être que j'avais en stock de la Ulysse de Dererum Natura, que à la base j'avais acheté pour un projet de pull avec un jacquard en tarsia, mais qu'au final je me suis dit je vais le tricoter, je vais jamais le porter, donc ça sert à rien. Du coup j'avais changé d'avis et j'avais dit que je voulais faire un pull avec un motif un peu en jacquard. Il y avait des espèces de grosses bandes de jacquard un peu éparpillées, enfin espacées. Il y en avait une donc sur l'encolure, l'empiècement même. Et il y en avait un peu en dessous. C'était quoi, le Burning je crois qu'il s'appelle le pull. Et mais bon, enfin voilà, je me suis dit oui, il faudrait que je me mette à le tricoter, ce serait sympa pour cet hiver. Mais ça m'était, ouais, c'était pas, voilà, j'étais pas super convaincue. Et donc quand le bubble cardigan est sorti, j'ai dit mais oui. Mais oui, la Ulysse, voilà. Parce que la combinaison de couleurs, j'aimais plutôt bien. Et du coup, je me suis attelée à trouver des coloris complémentaires. Alors, attendez. Ah, mon Dieu, reviens. À la base, j'avais ces 4 couleurs. Oui, c'est ça.
ces 4 couleurs, sachant que dans les 2 projets précédents, j'avais ça, ce forêt, c'est le coloris forêt en coloris principal. Et après j'avais, ça c'est genêt, ça c'est quartz, et donc le blanc c'est sel en couleur complémentaire. Et sachant que pour le bubble cardigan, il faut 7, voilà, il demande, après pas obligé, vous faites comme vous voulez, hein. 7 coloris pour la partie bubble et un autre coloris pour tout ce qui est du coup les côtes de l'encolure et pour tous les poignets et les côtes d'en bas, quoi. Et du coup, moi je me suis dit très bien, le forêt je vais le garder en couleur on va dire principale. Ça, c'est bizarre en fait. Steven West il dit couleur principale pour les 7 couleurs des rayures, et la couleur tout ce qui va être en côte c'est la couleur complémentaire. Enfin, c'est très compliqué, contraste. Mais du coup j'ai gardé donc le forêt pour faire toutes les côtes, mais aussi je l'ai inclus dans les rayures. Donc avec les 3 couleurs, hein, comme ça me faisait 4 couleurs pour les rayures, donc il m'en fallait 3. Et après c'était un peu galère, donc j'ai acheté crème anglaise et je ne sais plus comment s'appelle celle-ci. Oh zut, alors attendez, non ça c'est genêt, ah voilà, amarante pour aller avec, sachant que ça me faisait donc 2 jaunes, 2 roses, et après bon le blanc j'ai gardé, voilà. Et après je me suis dit il me faudrait un autre vert, seulement que dans les couleurs dispo des Rerum Natura, c'était ou trop le vert pétant, mais c'était trop pétant, enfin il n'y avait rien qui me bottait bien. J'avais vu peut-être Darjeeling, je m'étais dit ouais à la limite ça irait, mais il était genre disponible de nulle part. Et en fait dans la boutique où j'ai commandé amarante et crème anglaise, qui est Wild and Woolly, c'est une boutique à Londres, quartier de Hackney. J'ai passé commande là-bas et ils avaient en stock de la boucle laine. Et du coup à peu près pareil, du coup la Ulysse c'est que du 100% mérinos, hein. Mérinos d'Arles. La boucle laine qu'ils avaient c'est la Mérinos Angora 10, qui est donc quasiment que du Mérinos d'Arles à 90%, donc composition assez similaire, en fingering de brun. De texture c'est à peu près pareil. Et du coup la couleur que j'ai choisie qui est attachée au tricot c'est feuillage persistant. Et vous voyez, bon alors petit contraste, mais ça va, c'est bien. Après il faut juste faire attention de ne pas forcément les mettre à côté, et ça se voit. Alors ce que j'ai fait en m'inspirant des test knits, des tests tricot pour le cardigan que j'ai vu passer sur Instagram, parce que Steven West lui fait une séquence qui répète le long du cardigan, mais j'ai vu des versions où en fait les rayures sont en ordre complètement aléatoire, et j'ai trouvé ça super chouette comme effet, plutôt que d'avoir un ordre particulier. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai du coup par terre ou sur la table, j'ai fait différentes combinaisons d'ordre de couleurs. J'ai pris des photos sur mon téléphone, et du coup après voilà, j'ai fait comme ça. J'ai fait la photo 1, l'ordre de la photo 1, j'ai suivi avec l'ordre de la photo 2 et ainsi de suite. Je crois que j'ai 4
4 combinaisons différentes et là je suis repartie à la combinaison numéro 1. Mais du coup ça donne un truc assez aléatoire et ma foi c'est plutôt sympathique. Je trouve. Oh, une grosse rayure foncée. Là du coup de voir à la caméra c'est différent de voir qu'il y a entre les clairs et les foncés. Mais ça choque moins. Ouais, je pense que ça choque moins dans en portée. Bah, surtout que la grosse rayure là, normalement elle est où? Ah, elle va pas tarder en fait, je l'ai commencé. Mais voilà, c'est pas mal. Alors, construction, alors comme c'est du Steven West, c'est très intelligent. Hein. C'est bien foutu son machin et toujours très bien expliqué, bien sûr. En plus, si jamais vous avez des problèmes à comprendre un peu ce qui est écrit, il y a les vidéos tutos sur sa chaîne YouTube qui sont vraiment bien. Moi, je sais que je l'ai regardé pour vraiment comprendre où taper pour faire les bubbles, quoi. En fait, on commence par faire un grand high cord. Un grand high cord qui va faire toute la longueur d'épaule à épaule, en fait. Et on vient construire d'abord, on vient... Est-ce qu'on commence par les devants? Il me semble que oui. On va récupérer des mailles sur, hop là, sur un demi devant. On va remonter les mailles sur la corde et on va faire les bubbles avec les augmentations pour faire un demi devant. On met en attente. On refait la même chose de l'autre côté. Hop, on met en attente. Après, on vient récupérer toutes les mailles du dos. Le dos, c'est facile, c'est tout droit. Parce que ce sont des manches tombantes. C'est un boxing, hein, c'est un truc ample. Et une fois arrivé aux aisselles, quoi. On vient un peu monter des mailles supplémentaires pour donner de l'espace encore plus. Et après on entame, c'est du tout droit. Ah mais je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang en fait. Oh c'est malin ça. C'est malin, je me disais. Donc là on continue jusqu'à la longueur désirée, enfin moins la longueur des côtes. Donc moi je pense que déjà je vais faire encore une séquence complète, donc 7 rayures et je vais voir où j'en suis. Hop, mais du coup ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est pas le tricot le plus rapide, surtout que la laine c'est pas de la laine qui glisse sur les doigts comme du beurre, hein. Du coup c'est là avec en plus avec le volume du tricot, c'est un peu du catch quoi. Mais franchement je me régale et je suis vraiment contente d'avoir fait les rayures aléatoires. Au moins ça change, ça donne un peu du peps au tricot, au processus en fait de le tricoter ce pull. Et vraiment c'est chouette. Donc après avoir fini donc le corps, on fait donc les manches pareil en bubble avec les poignets en côte. Et après je pense qu'on va revenir tout remonter toutes les mailles pour faire des côtes, l'encolure en côte. Mais bon donc avec un petit col châle, je vois il y a sûrement des rangs raccourcis dans les parages après la photo. On verra, on lui fait confiance au Steven, hein. Mais voilà, donc ça c'est le gros en cours. Je pense que je vais en monter un autre de projet incessamment sous peu. Cet été j'ai pas mal porté mon gilet, surtout mon gilet, le Sparkle cardigan que j'avais tricoté en laine Bio Balance.
donc une laine coton laine, et du coup c'est vrai, ça m'a donné l'envie de faire plus de tricot de tricot d'été, de tricot léger, juste pour les petites couches, pour quand il fait frais. Parce que c'est vrai, ici il fait pas, enfin voilà, on a surtout cet été, je pense qu'on était un peu ici, on a eu un été qui a été doux, mais pas, enfin, voilà quoi, la petite laine légère se porte bien. Et du coup j'ai acheté cette DMC Linen Natura Linen, donc c'est une laine qui est mi-lin viscose coton. Et du coup j'avais envie de me tricoter un petit pull simple avec une encolure bien large, limite qui tombe d'une épaule, enfin voilà, un truc un peu confort, un peu décontracte. Et il y a Jacqueline Sislak qui vient de sortir un nouveau patron dont le nom m'échappe complètement, mais qui est juste plus parfait de ce que je veux. Sauf qu'elle fait ça à manches courtes et que ça c'est pas un problème, hein. Je rajoute des manches longues, c'est pas un souci, ou des manches de la longueur que je veux, ça c'est pas un problème. Donc je vais sûrement m'atteler à ça, qui va être sûrement un jacquard en rond, zéro cerveau pour la plupart du temps. Mais du coup pour un peu alterner avec la bébête Bubble Cardigan, et après bon on verra pour reprendre le Strath & Drake dans quelques mois. Et niveau tricot, à part les projets de la partie bonus dont je ne vais pas vous parler là tout de suite, bah c'est tout. C'est tout pour l'instant au niveau des projets. Le fini, les en cours du moment et le incessamment sous peu. Bon, bien sûr que j'en ai d'autres qui vont venir de projets, mais là c'est ça. C'est ça, je vais faire un pull avec ça, et après j'ai des gilets à faire, vraiment. J'en ai 3. Faudrait... Oh, est-ce que je vais réussir à faire 3 gilets Un petit pull, 3 gilets, plus finir le bubble, plus finir le Strath & Drake avant la fin de l'année. Mystère et boule de laine, voilà. Allez, je vous retrouve de suite dans le temps pour vous faire une petite partie couture. Hello! Je vous retrouve quasiment une semaine après vous avoir filmé la partie tricot. C'était difficile le retour dans la vraie vie après les vacances. Déjà le rythme normal. Ça faisait vraiment un an que j'avais pas pris vraiment de vacances, à partir, à rien faire. Donc là c'était un petit peu brutal. Puis aussi la météo quoi. C'est juste pas possible. Là on est en automne ici, hein, dans le nord de l'Angleterre. Il fait froid, il fait pas beau. Ça fait plusieurs jours que sur les prévisions météo, sur l'appli du téléphone, on dit qu'il fait mi-beau, mi-nuage. Mais en fait, il fait surtout nuage. Et en plus, il y a de la bruine dégueulasse qui ça tombe même pas tellement c'est tout petit, les grains d'eau. C'est voilà, une espèce de comme quand le brouillard il redescend et que ça fait cette sensation de mouillé. Un peu comme ça, donc c'est fou là là, quelle déprime. Bon bref, je me motive, trêve de plaisanterie, petite partie couture. J'avais prévu de me coudre des petites choses pour un trousseau d'été, puis au final avec leurs histoires de quarantaine pendant un moment, bah, ça m'a complètement démotivée. Hein, pourquoi me faire un trousseau d'été quand il n'y a pas vraiment d'été, parce que ici, autant vous dire que pas vraiment d'été, surtout cette année. Et puis au final, quand ils ont enlevé ces histoires de quarantaine et que du coup j'ai pu finaliser mes projets de voyage, de petites vacances dans le sud, je me suis boostée et je me suis cousu
deux des petites choses que je voulais dans mon trousseau. Alors j'avais pas des mille choses de prévues, hein, mais j'aurais aimé peut-être faire un ou deux t-shirts en plus. Au final, il y a celui-là. J'ai opté pour la facilité, je me suis fait un énième Lookbox Top de So DIY, qui est donc le t-shirt boxy par excellence que tu mets une heure à faire, voilà. En tissu, c'est de la double gaze que j'ai acheté dans une boutique, une mercerie qui a ouvert l'année dernière ici à York, qui s'appelle Socializing, S-E-W, Socializing, c'est un jeu de mots entre, parce que le coudre, hein, donc le verbe coudre, sew, même si ça s'écrit S-E-W, ça se dit sew. Donc il y a un milliard de jeux de mots, hein, forcément. Voilà, c'est Socializing. Et voilà, c'est uni, un beau jaune moutarde qui apporte de la chaleur et de la bonne humeur. Donc je ne reviendrai pas sur ce Lookbox Top parce que j'en ai cousu même... Alors, j'ai cousu avant que je commence ce podcast, mais même depuis que j'ai commencé ce podcast, j'en ai cousu au moins une demi-douzaine depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Donc ça va aller. Mais surtout, ce que je voulais me coudre, c'était un pantalon d'été, genre relax. Et à la base, je voulais trouver un espèce de chambré, coton chambré léger pour faire un effet un peu dénime, mais léger. Puis au final, en allant dans une boutique où il y a un rayon mercerie qui s'appelle Boys, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pas la première fois que je vais là-bas. D'ailleurs ça... Ah non, c'est bon, c'est dans mon sens. J'ai trouvé ce que je... Bon alors c'est tout froissé forcément. Pardon. Je viens de le sortir du panier à linge. C'est un, je pense que c'est un coton lin, je ne sais plus trop. C'était une fin de rouleau, donc j'ai trouvé ça sympa, c'était vraiment pas cher. Je me suis dit, ben très bien, je vais essayer. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et je suis partie sur... Alors attendez, voilà... Sur ce patron qui c'est le patron Opal de Megan Nielsen Patterns. Et en fait donc voilà, vous voyez il y a des options élastiquées ou paper bag avec ample ou un peu plus ajusté. Et du coup moi ce que j'ai fait pour ce pantalon, c'est que j'ai un peu fait un mix de tout. Il y a aussi les versions short, hein, comme vous voyez peut-être sur les petits dessins, on peut faire short ou bermuda, enfin les longueurs de jambes. Mais moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé le haut élastiqué avec les jambes plus serrées. Mais seulement qu'en fait même à niveau... Enfin ouais... que l'un dans l'autre, même si les jambes c'est pas large, et ben elles se retrouvent quand même larges. Je pense que parce que les ceintures, on va dire le haut du pantalon n'est pas du tout construit pareil. Donc en fait même les jambes ne s'embriquent pas forcément correctement. Mais bon, c'était un peu une expérience et je m'étais dit bon de toute façon c'est un pantalon d'été pour relax. Donc du coup c'est pas très grave s'il n'est pas parfait je le mettrai quand même quand ce sera les vacances, quelque part de chaud, hein, voilà. Quoique c'est pas le tissu le plus léger du monde non plus.
Mais donc voilà, donc j'ai fait un peu un mix and match. J'ai fait quoi comme taille? Je pense que j'ai fait du 16 ou du 18, je ne sais plus. Est-ce que je l'ai écrit quelque part? Est-ce que j'ai écrit quelque part quelle taille j'ai fait? Oui, c'est ça, j'ai fait donc le 18 qui en théorie je crois que c'est le 46. Mais je pense que je peux facilement descendre à la taille en dessous, donc du 44. Mais facile quoi, parce que déjà j'ai dû reprendre l'élastique. Mais voilà. C'était un petit pantalon, toutefois, ma foi, pas mal. C'est vraiment le de base, hein, avec élastique. Il y a des poches, j'ai mis des poches. Hop. Il y a des poches que j'ai plutôt pas mal réussi. Vous voyez, dedans la ceinture, ça attrape l'élastique. Voilà, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Bon, bien sûr, quand au moment de monter les jambes, je me suis trompée. Mais ça, c'est normal. Rien de trop spécial à vous dire là-dessus. Hein. Si, bien sûr, du coup, je pense que je vais le refaire dans un tissu différent. Là, justement, j'ai aussi pris ce patron parce que j'avais envie de me faire des pantalons un petit peu plus adaptés pour mettre au travail dans un environnement de bureau. Du coup, ça me donne une bonne base pour voir un peu comment se comporte ce modèle et les tailles et tout ça. Donc on va dire ce qu'on appelle une toile portable. Et c'est pas mal. Et c'est tout ce que j'ai fait en couture, vraiment. Donc voilà, c'était vraiment une petite partie vite fait. Mais bon, je voulais quand même vous montrer. Je vous retrouve dans un instant. Là, je vais me changer parce qu'en fait, il fait pas chaud. Donc je vais mettre un petit pull ou un petit gilet et je vous retrouve du côté de ma bibliothèque. Je pense que je vais vous faire une partie lecture. Petite partie on bouquine. Allez, à de suite. Comme promis, je me suis changée, j'ai mis mon pull, je sais plus comment il s'appelle, mon gilet, ce n'est pas grave. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est pas grave. Je vous le mettrai là quelque part, les mots. Devant mes bibliothèques, faire un point lecture. J'ai du coup pas mal lu depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Donc je vais, là je pense déjà que entre la partie vlog vacances, tricot et couture, j'en suis à peu près à 1 heure, plus ou moins. Donc je vais parler je pense de romans.
enfin des romans, ça c'est sûr. Je regarderai peut-être les graphiques, les BD pour une prochaine fois, on verra. Alors, si je vous parle dans la caméra, c'est mieux. Je vous avais laissé, j'étais au milieu de On Earth We Briefly Gorgeous, traduit en français par Nous étions brillants. J'ai oublié le titre en français. Je viens de re-regarder le passage de ma vidéo d'avant, mais c'est pas grave. Un état bref de splendeur, un truc comme ça. De Ocean Vuong. Que j'ai bien aimé, mais sans plus. Alors ça nous est présenté comme un roman épistolaire, donc sous le format d'une lettre, que l'auteur, Ocean Vuong, adresse à sa mère. Hein. C'est une fiction autobiographique, enfin à degré autobiographique, même si le personnage ne s'appelle pas Ocean dans le roman. Ça réfère bien à la vie de l'auteur là. Et donc c'est donc une lettre qu'il adresse à sa mère pour vider son sac et lui dire ses ressentis au cours des années qu'il a grandi. Donc on parle d'une famille émigrée du Vietnam, avec les conséquences de la guerre du Vietnam, notamment la mère et la grand-mère qui un peu beaucoup avec des stress post-traumatiques depuis la guerre, forcément la condition des immigrants, ils arrivent aux États-Unis, ils ne savent pas parler l'anglais, donc c'est compliqué, la pauvreté, la vie dans les banlieues, ça se passe ou dans le Massachusetts ou dans le Connecticut. Je crois que c'est dans le Connecticut, si je ne m'abuse pas. Et voilà, donc alors il y a des choses super intéressantes, et aussi Ocean Vuong et donc son personnage qui écrit cette lettre sont homosexuels, donc il y a aussi ce côté-là que c'est pas vraiment ce que la famille aurait souhaité pour lui, et les conflits intérieurs et extérieurs par rapport à son homosexualité, à sa découverte de sa sexualité. Donc il y a plein de thèmes qui sont super intéressants, et c'est vraiment chouette à lire, le ressenti, comment il raconte certaines choses. Par contre des fois moi je trouve que ça s'égare un petit peu, notamment dans les effets de style. C'est des fois entre... au final des fois on se demande de ce qu'on lit en fait. Est-ce que c'est vraiment une lettre? Il y a des fois c'est tellement vraiment narratif on oublie que en fait c'est adressé à quelqu'un. Il y a des fois on se demande vraiment à qui c'est adressé. Est-ce que c'est adressé à sa mère? Est-ce que c'est adressé à nous finalement, lecteur, ou est-ce que c'est adressé à lui-même? C'est un peu confus, enfin moi j'ai trouvé ça un peu confus. Et aussi Ocean Vuong a de temps à autre une prose très poétique, avec plein de métaphores et des constructions un peu particulières, et ça part un peu dans tous les sens, et voilà, c'est pas un style, alors c'est un style particulier, j'ai pas forcément accroché tout le temps sur le style de cet auteur. Ça en reste quand même une très bonne lecture, comme je dis, avec beaucoup de thématiques qui sont quand même très fortes, et avec, vous voyez, j'ai quand même mis plein de post-it, hein, attention. Et voilà, donc une bonne thématique et une approche quand même très intéressante de ces thématiques-ci. Donc voilà, c'est pas le coup de cœur, c'est pas, pour moi ça va pas être je pense pas un des meilleurs livres que j'aurais lu de cette année, mais je suis très contente de l'avoir lu. C'est un livre qui a été, beaucoup de gens ont parlé. Bon, en fait, le truc déjà, ce qu'il faut que je vous explique, c'est qu'ils ont cette manie en Grande-Bretagne, on va dire, après je sais pas aux États-Unis s'ils font pareil, c'est que tous les livres en fait ils viennent avec une panoplie de commentaires et de revues de tous les magazines, les journaux, tout ce que vous voulez en fait. T'as même pas en fait t'es obligé
passer par les critiques avant de te faire toi-même ton avis. Ça m'énerve un petit peu. Alors forcément, il y a un milliard de critiques superbes, c'est génial et très bien ce livre, hein, mais ouais, du coup des fois ça nous fait monter un peu la pression. C'est ouais, ce livre il est vraiment trop bien. Et du coup avoir trop d'attentes de certaines œuvres, ça tombe un petit peu. J'avoue que ouais, très bonne lecture. Après c'est vrai que des fois j'ai trouvé ça un peu confus dans le côté stylistique, on va dire. Alors après j'ai fait je fais en ordre chronologique et c'est vrai que tout l'été en fait j'ai alterné anglophone et francophone. Qu'est-ce que j'ai lu après? Je regarde mes notes parce que je ne sais plus. Nanana. Ah bah oui. Je me suis lu un petit Stefan Zweig, le joueur d'échecs, que tout le monde connaît. Alors je résume brièvement l'histoire. Le joueur d'échecs, donc nous retrouvons sur un paquebot dans les années 40 du coup. Voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin du, à la fin du nazisme, hein. Même après, enfin je pense les années, oui je pense les années 40, hein, c'est ça. Je ne sais plus, d'un coup. La chronologie, forcément il n'a pas, bon bref. Il me semble, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que c'est la fin des années 40. On se retrouve sur un paquebot, c'est une croisière, c'est super. Et le narrateur découvre que sur cette croisière, il y a un éminent joueur d'échecs, très mystérieux. Et en fait, avec d'autres personnes de ce bateau, ils ont envie de lancer un défi à ces joueurs d'échecs, ceux qui font... Excusez-moi, Bougnette fait du bruit. Ce qu'ils font et lors de cette partie défi il y a une autre personne qui arrive et qui a l'air genre super méga forte aux échecs, qui leur donne des conseils et du coup ça titille la curiosité de notre narrateur justement, qui se retrouve à aller à être l'élu pour essayer de convaincre cette personne de jouer vraiment et de connaître son histoire. Et en fait voilà, plus grande partie du livre c'est vraiment l'histoire de cet inconnu, ce mystérieux virtuose des échecs et aussi de sa psychologie, de son ressenti. Non mais vous la voyez là dans le... Il est où mon doigt? Là, le petit chat là. On te voit, hein? Non mais... On te voit. Bougnette. Coucou mon chacha. Mon amour. Et voilà, j'avais mis comme ça pour pas que vous voyez un peu le bordel qu'il y a de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est un court roman d'une centaine de pages et alors j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce joueur d'échecs qui n'est pas vraiment un joueur d'échecs hein, au final et tout ça. Après bon voilà, en fait j'ai un espèce de goût de on m'en a trop dit, on m'en a pas assez dit. Je pense qu'il y a des trucs qu'on aurait pu enlever un peu, après il faut mettre en contexte peut-être. Ou du coup, s'il faut mettre en contexte, peut-être un peu plus quoi. Mais voilà, c'était une bonne petite pause lecture qui m'a duré 2-3 jours. Voilà. Après quand même le Ocean Vuong qui était quand même une lecture un peu intense. Un peu plus difficile à cause du style. Ça c'était très bien. Puis Stefan Zweig, son écriture, c'est juste super quoi. Ça, il n'y a pas à dire, c'est chouette. Alors là je vais me contredire parce qu'en fait j'ai fait une lecture un peu, enfin j'ai ponctué mes lectures à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là j'ai ponctué... Oh,
pardon. J'ai ponctué mes lectures avec une autre, on va dire, pas de poésie, on va dire. J'ai relu, vraiment, Raymond Queneau, Exercice de style. Ça c'est un livre que je me rappelle avoir lu quand j'étais à l'école primaire. C'était parce qu'il y a... c'est juste... Et j'en avais gardé un souvenir et en fait je sais plus, je l'ai vu passer ou sur YouTube ou sur quelque chose et je me suis dit ah mais oui, exercice de style, mais c'est trop bien. Du coup je l'ai relu et bon je l'ai pas lu d'une traite en fait, j'ai lu quelques pages, c'était dans mon sac quand j'avais 5 minutes, quand j'avais envie de faire une pause dans les romans qui vont suivre, oui enfin voilà, j'ai en parallèle à plusieurs choses. Donc j'ai lu ça. Donc en fait, exercice de style, c'est une petite histoire. On est dans un bus et puis il y a un gars qui se fait écraser les pieds par un autre gars. Il va s'asseoir et puis après il descend. Et puis 2 heures après, on le revoit, ce même gars en train de parler avec quelqu'un d'autre qui lui dit qu'il faut qu'il mette un bouton en plus sur son par-dessus. Ça c'est l'histoire et l'histoire est répétée 99 fois dans des styles différents. Donc on a exclamation, on a là, il y a alors, donc toutes les phrases commencent par alors. Il y a vulgaire, interrogatoire, désinvolte, il y a tout en poésie, ode. Enfin voilà, il y a des anglicismes, des antonymes, macaronismes. Italianisme, il y a des trucs complètement délirants, médical et en fait il y a des trucs vraiment bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas... Tu n'habites pas mercredi. Oh là, excusez-moi, je fais que shooter dans le trépied. Voilà, tu veux dire bonjour. Ah bah oui, pour l'instant ils ont vu que des chiens les gens sur YouTube, ça va pas hein. On a vu les chiens, nous on veut voir la bougnette, bah elle est là. Oh, petite douce. T'en as pensé quoi de exercice de style? T'en as pensé quoi? Tu t'en fous, hein? Tu sais pas lire. Oh, petite douce. Mais tu me lâches pas? Allez. Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment super bien dans le style, justement je pense c'est pour ça qu'à l'école primaire on nous l'avait fait lire un peu parce qu'il y a des choses vraiment dans des... qui est tout en négation, je crois qu'il y en a un c'est tout à l'imparfait, il y en a un c'est tout au passé composé, des choses comme ça, donc c'est vraiment super sympa, voilà, puis c'est rigolo, c'est super drôle quoi. Moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu Kim Ju-Hoang Born 1982 ou en français Kim Ju-Hoang né 1982. Hein? Donc ça c'est un livre dont on entend beaucoup parler ces temps-ci voilà par contre oui je suis d'accord, c'est vraiment super chouette. En fait à travers ce roman on nous raconte la condition de la femme en Corée du Sud à travers l'histoire d'une femme coréenne du Sud depuis son enfance à son âge d'adulte, une trentaine d'années quoi. Je pense qu'elle a née en 1982 hein, donc quasiment, elle a quasiment la quarantaine hein. Mais je pense que le roman déjà date de quelques années, donc je crois qu'elle a 35 ans au présent narratif. Donc voilà, donc oui, de son enfance à son l'âge adulte où elle a un travail, une famille, et justement la relation, sa place de femme dans tout ça. Et c'est... alors déjà c'est super bien écrit, c'est vraiment très très intéressant, les ressentis, c'est entre
il y a un peu tout, du coup il va y avoir les ressentis de Kim Ju-hang, on va un peu avoir des ressentis des gens autour de Kim Ju-hang, il y a aussi des, vraiment des figures statistiques qui nous sont un peu données au milieu, qui sont très intéressantes au demeurant. Alors bien sûr on parle de la Corée du Sud, je pense que pour pas mal de choses on peut étendre ce qui se passe à l'Asie et pour encore d'autres choses vraiment dans le monde entier. Je pense qu'il y a au moins un moment dans le livre, enfin pas un moment particulier, mais je pense que chaque femme qui lit ce livre vont forcément se retrouver à un moment donné dans une situation que Kim Ju-hang traverse, expérience. Et c'est vraiment très très chouette. Ouais, c'est vraiment, je pense que là on dit que c'est un livre à lire pour vraiment en tant que femme et même pour les hommes, pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde des femmes. Ben ouais, là, ben ouais, là je suis d'accord, c'est vraiment très très chouette. Et c'est franchement pas long, hein. Ouais. C'est très très bien. J'aime beaucoup, là vraiment je le recommande. Là c'est ouais, c'est un des tops pour l'instant de cette année, Kim Ju-hang. Ensuite, le voilà. Le petit Barjavel de l'année. J'aime Barjavel. Mon Dieu que j'aime Barjavel. Voilà. Le voyageur imprudent de René Barjavel. Donc son deuxième roman tout court. Donc ça se voit pas trop par rapport aux lectures que je fais depuis ce début de cette année. Mais en fait mon genre préféré de littérature c'est la science-fiction. Et oui. Mais c'est pas parce que c'est mon genre préféré que je vais dire que ça. Et justement, je trouve que j'aime bien lire beaucoup de choses, que quand je me replonge dans la science-fiction, en général, c'est des bonbons. Et alors là, ben oui, du Barjavel, quoi. Que voulez-vous? Le maître de la science-fiction française. Donc, le voyageur imprudent, qui vraiment donne les bases de comment... du concept du voyage dans le temps d'une manière beaucoup plus approfondie. C'est même à la base ce qu'on dit que c'est le classique et vraiment de pousser du concept et de comprendre les différents enjeux d'un voyage dans le temps, plus que ce que va être la machine à remonter le temps de H.G. Wells ou d'autres autres classiques de science-fiction par rapport à ça. La machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, enfin bon je sais plus trop, mais voilà, donc on parle de voyage dans le temps, forcément, et on le pousserait très loin. Je vais pas vous en dire plus parce que ça se spoil très facilement, hein, mais bon voilà, c'est la base de... Il y a un mec, il rencontre un autre mec qui lui propose, voilà, en fait c'est un homme, il est mathématicien, mais c'est la guerre, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, dedans, vraiment, on commence le roman, il est en soldat, et il va rencontrer un homme qui est plus âgé et qui n'est pas du tout en condition physique de faire rien du tout, hein, qui lui est un autre scientifique, donc personnage premier a entendu parler, donc scientifique éminent, et donc ils discutent, et puis et du coup le vieil homme lui propose d'être le corps qui va voyager dans le temps et d'essayer de voir ce qui se passe dans le futur, essayer de comprendre entre le passé et le futur ce qui se passe avec la population humaine, avec l'homme, dans le but scientifique. Alors forcément ça se passe pas du tout comme prévu, hein. Il y a des choses qui se passent qui sont pas très très gaies. Et un peu la question, justement, tout ce qui est voyage dans le temps, c'est la question de
est-ce qu'on peut changer les choses, la conséquence de si on change des choses, de ce que certaines actions qu'on va faire ou dans le passé ou dans le futur, et tout ça. La chose que qu'il faut savoir par rapport au voyageur imprudent, c'est qu'il faut avoir lu Ravage avant. Ça réfère directement aux événements de Ravage. On vous explique brièvement ce qui se passe au bout d'un moment, mais Ravage, c'est donc le premier livre. C'est le premier roman de Barjavel. Et forcément, Ravage, lui, se passe dans le futur. On parle de voyage dans le temps. Les deux vont ensemble. Et moi, j'adore Ravage. Le voyageur imprudent, du coup, qui réfère directement dessus. C'était une surprise, je n'étais pas du tout au courant. C'était, oh, c'est génial! C'est trop bien! Et du coup, avec maintenant donc la nuit des temps, vous avez mon top 3. Mon top 3 Barjavel, il est là. Ils sont dans le désordre. Hop, voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hop là. Voilà. Donc c'était Barjavel et je me suis régalée, hein, forcément, une plume que moi j'aime vraiment beaucoup. La première phrase du voyageur imprudent, alors je sais pas si pour celles et ceux qui suivent un peu les booktubes, vous avez vu cette nouvelle tendance de se faire, de relire les premières phrases des livres juste pour donner un avis et voir si elles sont classiques ou pas. Le voyageur imprudent, il faisait un froid de guerre. Ah, moi ça m'a mis, j'ai lu ça, j'ai dit ça m'a mis la claque. C'est très beau et c'est bien quoi. C'est juste bien. Après, du coup, j'ai commencé mes lectures que du coup j'ai lu pendant mes petites vacances à Marseille. J'ai commencé avec Bernardine Evaristo, son livre Mr. Loverman. Bernardine Evaristo, elle est surtout connue pour son livre Girl, Woman, Other, qui est sorti il y a 1 an ou 2, enfin bon bref, ça c'est peut-être un peu plus ancien. Et ça nous raconte l'histoire de Barry, qui est un homme d'une 70aine d'années, il a plus de 70 ans, il est marié, il a 2 enfants, il est même grand-père, il est d'origine des Caraïbes. Et en fait, on arrive à un moment où le père de sa femme est bien malade et du coup ça crée une situation où il faut repenser au passé et penser au présent, sachant que Barry, son meilleur ami, j'ai déjà oublié comment il s'appelle, Maurice, c'est ça. Maurice est aussi toujours été à ses côtés depuis son adolescente. Son meilleur ami plus. Monsieur Barry est en fait dans une relation amoureuse et adultère depuis toujours, hein, c'est comme ça, mais bon, et du coup voilà, on va beaucoup parler pareil par rapport autour de cette trame narrative, cette histoire un peu de famille qui se décompose et qui un peu expose les secrets des uns des autres et tout ça. On va parler justement des attentes sociétales par rapport aux gens, surtout dans les Caraïbes, hein, l'homosexualité là-bas c'est pas bien vu du tout, toujours, hein, je pense, c'est un mieux, mais je pense que c'est pas non plus l'endroit le plus ouvert du monde, le plus ouvert d'esprit. Et puis surtout même Barry par rapport lui à sa sexualité, enfin pendant longtemps il dit qu'il est pas homo, il est juste il a juste Maurice quoi. Pour lui c'est pas il est pas homo.
Donc voilà, c'est très sympa, franchement. J'ai trouvé au bout d'un moment ça traînait quand même un peu en longueur. Mine de rien, le personnage de Barry il m'énervait quand même un petit peu, hein. Voilà. C'est quand même le personnage principal, mais il me... ouais, enfin au bout d'un moment il fatigue un peu, donc ouais, mais très sympa, c'est très drôle. Je sais pas si comment il a été traduit en français, s'il a été traduit en français, je n'ai pas regardé d'ailleurs, mais dans la version originale c'est vraiment écrit comme c'est parlé avec la prononciation des mots Made in Caraïbes quoi. Donc c'est super rigolo à lire, enfin c'est super sympa. C'était une lecture colorée, bah c'est bien, c'est pour ça que j'ai voulu le lire en mode lecture d'été et c'est très sympa. Je fais une petite pause caméra parce que là ça fait déjà une demi-heure que je parle quasiment et oui. Je vous fais 2 livres encore. J'en ai plus que 2 à vous présenter. J'ai lu Maëlys de Kerangal, Cornish Kennedy. Et oui, je suis partie en vacances à Marseille, il fallait bien que je me trouve un livre qu'il se passe à Marseille. Et Maëlys de Kerangal, elle était sur ma liste des autrices à découvrir. Parce que je pense l'année dernière, cette année même, ou l'année dernière, elle a sorti un nouveau roman. Donc du coup je l'ai vu passer et elle avait l'air chouette quoi. Donc quand j'ai vu Cornish Kennedy dans sa sélection de livres qu'elle avait écrit, je me suis dit très bien, ça tombe bien. Et du coup dans Cornish Kennedy, alors Cornish Kennedy c'est un bout de la corniche de Marseille, hein, un bout de mer, où il y a des falaises et du coup avant, peut-être sûrement toujours, il y a des jeunes, voilà, comme on dit, sur la 4e de couve, les petits cons de la corniche. Où en fait, voilà, il y a des jeunes qui se réunissent, il y a les scooters, après ils mettent sur les falaises et ils font les plongeons, les défis plongeons et tout ça. Et en fait, donc on va suivre parallèlement l'histoire de cette petite bande d'amis. Et puis il y a qui sont un peu dans des quartiers en fait, hein, des différents quartiers, mais bon, avec tous leurs problèmes. Et en fait dans cette bande il y a une nouvelle qui va se taper l'incruste. Cette nouvelle elle n'est pas vraiment du même monde que la bande, donc ça crée un peu des conflits, un peu des histoires comme ça, voilà, des adolescents. Et parallèlement on va suivre l'histoire du commandant de police Sylvestre Opera. Franchement le nom choisi, non, Maëlys de Kerangal, ça va pas. Sylvestre Opera quoi, non. Donc le Sylvestre Opera qui lui est donc aux commandes du poste de surveillance de la corniche, donc mais on va suivre aussi son histoire à lui depuis de comment il est arrivé là, et d'une affaire sur laquelle il a travaillé avant d'arriver sur la corniche à Marseille, sachant que c'est un peu tout lié, pas forcément dans les faits, mais dans on va dire dans son esprit et dans ses attentes et ses espoirs ou désespoirs. Et jusqu'au moment où tout ce petit monde va se rencontrer. Et c'est chouette en fait, il se passe... ouais, si, il se passe des choses, mais c'est pas... C'est pas forcément le centre d'intérêt du livre le plus... Enfin, ce qui est le meilleur dans le livre en fait, c'est pas forcément l'histoire. Le top du top de ce livre, c'est le style. C'est une écriture qui est très haletante, qui est très vive, très rapide, saccadée, à bout de souffle, et c'est vraiment chouette quoi. Il y a certaines choses qui sont décrites avec des mots vraiment très beaux, très poétiques, mélangés avec des termes de rue ou de langage familier. C'est vraiment une prose vraiment très très bien.
Quand j'ai été à Marseille, du coup quand j'étais à Marseille, oui, comme vous savez, j'ai fait un tour à Gilbert Joseph où j'ai trouvé... J'ai pris Gilbert Joseph ou j'ai pris un... Je sais plus si c'est à Gilbert Joseph ou bouquiniste du marché de Gardanne, mais j'ai pris Réparer les vivants, du coup, qui est son œuvre, je pense, la plus connue à ce jour, qui a été primée de plein de prix. Et juste d'ouvrir vite fait, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose au niveau du style. Mais alors là, ça y va, hein, on y est. Et franchement, je me suis régalée. Je me suis régalée à le lire. Je pense que niveau du... juste des mots mis ensemble, je me suis vraiment régalée, peut-être autant que... mais dans un autre genre que Petit Pays. Voilà. On va dire ça comme ça, si vous m'avez compris ce que je voulais dire. Bon, allez, je range après, hein, c'est pas grave. Non, c'est pas là. Voilà. Et finalement, le dernier livre que j'ai fini, c'est celui-ci, Eric Ambler, The Mask of Dimitrios. S'il existe en français, je pense que c'est traduit sous le titre de Le Masque de Dimitrios. C'est un roman policier d'espionnage un peu qui a été écrit et qui se passe dans les années 30. Je pense qu'il a écrit à la fin des années 30, qui est donc le présent narratif, mais en fait on va revenir un peu dans le passé. Et en fait c'est l'histoire d'un écrivain, un peu mis en abîme, l'histoire d'un écrivain de romans policiers qui se retrouve à Istanbul. Il rencontre un colonel de la police secrète turc qui est fanat de romans policiers, donc il commence à parler ça, le colonel il a une histoire à donner à l'auteur, et puis dans le cours de la conversation, en fait ils viennent que en fait on vient de retrouver le corps d'un vrai méchant, d'un vrai méchant. Ça vous dit d'aller le voir à la morgue, machin tout ça. On raconte un peu son histoire et puis au final l'auteur de romans policiers se retrouve fasciné par ce personnage de ce criminel, Dimitrios. Et du coup des bribes qu'il a de son histoire qu'il a récupérée donc du colonel turc, il va un peu voyager à travers l'Europe et essayer d'avoir plus de détails et d'essayer de comprendre un peu le personnage de Dimitrios. Et du coup on commence en Turquie, on nous amène en Grèce, on nous amène... Est-ce qu'on va à Belgrade? Je ne sais plus, on en parle mais je ne sais plus si on y va. On se retrouve à Paris, on va en Suisse, enfin voilà, il y a plein de choses. Et en fait, bon, alors après le style, bon c'est début du XXe siècle, c'est pas forcément la période que je préfère, c'est un peu, voilà, c'est un peu plat des fois quand même, hein, niveau... faut un peu s'accrocher pour... c'est pas super palpitant niveau du style, mais c'est comme ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de ce qui se passe dans des régions d'Europe qu'on oublie au moment du début enfin de ce qui va être la Deuxième Guerre mondiale, donc dans l'entre-deux-guerres et les enjeux, les conflits dans l'Europe de l'Est surtout, et un peu avec le Moyen-Orient. Parce que mine de rien, il y a plein de choses, enfin moi, que je ne savais pas du tout, et c'est vrai, une guerre mondiale, au final, ça a tellement j'allais dire de participants, c'est pas le mot que je cherche, clairement, mais il y a tout le monde qui est concerné, et tout le monde qui a des problèmes et des conflits politiques, et tout ça, ça monte, enfin voilà, et du coup
il y a des choses intéressantes par rapport à ça, de se rappeler que l'histoire elle se joue vraiment partout. Encore une fois, je pense qu'en France, on voit qu'une certaine partie vraiment, on apprend qu'une certaine partie de ce qui se passe par rapport aux guerres mondiales et à la Seconde Guerre mondiale en particulier, alors que c'est tellement plus vaste et c'est vraiment très très intéressant. Donc moi j'ai bien aimé ce côté-là, j'ai bien aimé aussi, les personnages sont... ouais, sont pas GG. Il y en a un en particulier, le personnage de Peters qui... ah, j'ai plus de batterie, mercredi. Qui arrive au milieu du livre. Lui, il m'a saoulé au bout d'un moment. Donc voilà, bon bref. Une chouette lecture encore, c'était quand même agréable à lire. Une petite lecture d'été sympathique. Avec des choses intéressantes dedans. Mais voilà, ça n'a pas non plus été la grande révélation de l'année. Et voilà. Ok, bon je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Quand puis je vous parlerai BD de la prochaine fois. Et puis en espérant que ce soit pas dans 2 mois encore, hein, voilà. On va essayer de reprendre un rythme normal. Maintenant il faut que je me mette dans la tête que c'est l'automne et que c'est comme ça et c'est chouette, c'est fini l'été, youpi. Bon. Et j'ai dû monter les escaliers et les redescendre pour aller chercher la batterie de rechange en fait. Je suis essoufflée. Je vais vous laisser, donc je vous fais de gros poutous. Merci de me suivre toujours, merci pour vos messages, merci de me dire que je vous manque quand je poste pas des vidéos pendant longtemps. Enfin faites attention à comment vous le dites aussi parce que des fois... hein, c'est pas notre métier YouTube pour la plupart d'entre nous qui font des podcasts, donc c'est un peu quand on peut et quand on veut. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, ça fait quand même plaisir de savoir que notre présence vous manque sur l'internet. Et donc continuez quand même à nous laisser de gentils, à me laisser du coup parce que... hein, on parle du mien de podcast, donc laissez-moi des messages, des petits pouces en l'air, des petits cœurs, venez me rejoindre sur Instagram. Du coup je vais essayer un peu de... Là j'ai basculé mon compte Instagram en mode perso et tout ça, donc je vais pouvoir un peu... C'est vrai que quand j'avais la boutique, du coup j'étais très focus sur la laine et la teinture et tout ça, j'osais pas trop mettre d'autres choses, enfin ouais ça me motivait moins. Là du coup je pense que je vais pouvoir plus m'étaler sur différentes choses, du coup reprendre un peu l'activité Instagram un petit peu mieux, ce qui est chouette. Et donc venez m'y rejoindre si vous voulez. Et on se retrouve la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, hein. Mine de rien, on n'est pas sorti de l'auberge encore avec ce Covid-19. Et puis, tenez le coup. Voilà, les loisirs créatifs, mine de rien, c'est chouette pour garder la tête hors de l'eau et avoir un espèce de sentiment de productivité quand tout va pas bien. Et puis voilà, et on se retrouve bientôt et au revoir.